Pour ceux qui en doutaient, les pierres tuent. Un soldat israélien, le premier, en 2020, a été tué après que visiblement un parpaing l'a atteint de plein fouet à la tête au cours d'une opération. Est-ce que toutes les conditions de sécurité opérationnelle ont été respectées? Une enquête est en cours. Ce type d'opérations sensibles et surtout ces heurts violents ont lieu quasiment chaque jour. Preuve que la pandémie du Covid-19 n'a presque rien changé sur le terrain. Nous évoquerons également dans ce numéro de défense la mémoire d'Eli Cohen. 55 ans que le plus tristement célèbre d'ailleurs, des espions du Mossad a été pendu sur une place publique de Damas. Mais l'actualité sécuritaire, c'est aussi cette lutte contre la pandémie du Covid-19 qui se poursuit et ces milliers de policiers israéliens qui restent toujours attelés à cette tâche, faire respecter les consignes de sécurité. On l'a vu encore au cours des fêtes de Lag BaOmer. C'est aussi cette coopération internationale qui se met en place. Nous avons suivi avec mon caméraman Daniel Bock de manière exceptionnelle un briefing entre un officier israélien et le représentant de la police new-yorkaise, le NYPD en Israël. Regardez. Ce n'est pas un secret. Israël et les États-Unis coopèrent sur de nombreux domaines sécuritaires, y compris dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons assisté de manière exceptionnelle à un briefing via vidéoconférence, pandémie oblige, entre un officier de police israélien et le représentant des services de police new-yorkais, le NYPD, en Israël. Ce dernier, pour la première fois, accepte d'être filmé. Nos unités sont toujours mobilisées sur le terrain. 2500 policiers ont été déployés pour réguler les fêtes de Lag BaOmer, pour éviter des rassemblements illégaux. Nous allons continuer à appliquer les directives de manière à garder le contrôle de la situation. Nous avançons pas à pas, doucement mais sûrement, au fur et à mesure que des espaces publics rouvrent. Vous savez, le crime n'a pas cessé. Nos officiers continuent de travailler sur le terrain. Ils sont parfaitement équipés de protection contre le Covid-19 et ont été sommés d'appliquer le respect de distanciation sociale, mais en même temps, de continuer à se protéger. Des briefings comme celui-ci entre les agences de sécurité, il y en a chaque semaine, selon le porte-parole de la police israélienne. Axé actuellement sur la gestion de la pandémie par les policiers israéliens. Une coopération saluée par cet officier américain qui accepte de répondre à l'une de nos questions. Nous regardons de près la manière dont les forces de police israéliennes gèrent la pandémie. Nous essayons de comprendre ce qui a fonctionné pour eux et de l'appliquer à notre ville pour voir comment cela peut nous aider à répondre à nos besoins et adapter ces mesures s'il le faut. Et l'ancien détective du NYPD de préciser que le Covid-19 n'a pas épargné les forces de sécurité new-yorkaises, contrairement à ce qu'il s'est passé en Israël. Avez-vous eu des décès dans vos forces au cours de cette crise ? Nous avons eu plus de 400 officiers placés en isolement et qui ont été en contact avec des personnes infectées. Et quelle est la situation pour vous? Combien d'entre vous ont été infectés, gravement touchés? Malheureusement, nous avons perdu 41 personnes, 6 officiers et 35 membres du personnel rattachés au NYPD. Une pandémie qui n'a pas épargné non plus la communauté juive locale. La communauté juive de New York a été infectée par le virus de la même manière que d'autres communautés. Vous savez, le Covid-19 ne fait pas de différence. Ce qui est important de dire, c'est que les relations entre la communauté juive et les officiers du NYPD sont excellentes et quotidiennes. Une coopération sécuritaire entre les agences de police israéliennes et américaines, également au menu de la courte visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, dans la région. Alors nous allons parler bien évidemment dans cette émission de cette coopération que vous venez de voir entre les polices israéliennes et new-yorkaises. Mais d'abord, j'aimerais poser cette première question à mon invité. D'ailleurs, merci de me faire l'honneur d'être là dans mon émission Sigal Bar-Tzvi, brigadier général de la police israélienne. On a vu ces images un petit peu choquantes d'orthodoxes, de juifs orthodoxes qui se sont réunis autour de Lag BaOmer. Que pouvez-vous faire de plus, Sigal Bar-Tzvi, que vous n'avez fait jusqu'à présent?
Je pense que notre déploiement et notre préparation étaient excellents. Nous avons compris qu'il y avait un problème et que ça risquait de se détériorer très rapidement et arriver à une situation de violence comme le conflit auquel nous sommes finalement arrivés. Il est possible que si nous avions compris que l'essentiel ne se passerait pas essentiellement le soir, c'est ce qu'on avait estimé, que les gens voudraient venir le soir, et le lendemain, quand les choses se seraient calmées, on aurait pu libérer des forces. Et en fait, c'est possible que là, on ait fait une erreur, on aurait dû avoir plus de personnes en alerte et pour repousser les gens qui sont arrivés dans la journée. Mais je pense que les forces qui étaient présentes ont réussi à repousser les personnes et c'est arrivé à de la violence et j'en suis fort navrée. Est-ce que vous pensez, du côté de la police israélienne, est-ce que vous êtes prêt à affronter une deuxième vague aujourd'hui ? Oui, nous sommes prêts, évidemment, bien mieux que nous l'étions au début de l'épidémie, bien sûr. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut être très rapide dans les instructions. Nous avons déjà ce qui est nécessaire d'un point de vue juridique, amende et autres contraventions. On peut tout rendre concret très rapidement et nous savons beaucoup mieux aujourd'hui ce qu'il faut faire pour ce qui est d'être prêt, des réglementations. Toute cette pyramide est prête pour se mettre en route. Si Dieu nous en préserve, l'épidémie recommence. Nous sommes prêts avec toutes les autres forces qui ont travaillé avec nous, l'armée, la sécurité civile, les politiques, etc. etc. Sigal Bar-Tzvi, on a vu dans ce reportage qui vient de passer sur la coopération entre Israël et les États-Unis, ce savoir-faire israélien. Pour vous, c'est quoi ce savoir-faire? Parce que c'est vous qui êtes en première ligne, c'est vous qui donnez les ordres ensuite. D'accord. En fait, le fait que nous sommes petits, concentrés autour d'un seul pouvoir autonome, le fait que la police soit une police nationale en Israël, c'est différent du reste du monde. Nous n'avons pas plusieurs forces de police. On a une police, un commandement, et donc ça va du haut jusqu'au bas, les ordres qui passent au quotidien, bien sûr en temps normal, mais bien sûr en temps de crise. Et donc tous les policiers entendent le commissaire général chaque jour. Comment est-ce que nous devons faire? Quels sont les défis à relever? Comment nous devons agir? Comment sont les ordres? Et donc nous avons eu beaucoup de communautés. Il y avait des marginaux dans chaque communauté, des oppositions dans des tas d'endroits, et tout a été fait très rapidement, de manière centralisée. Et au niveau politique, au niveau opérationnel, on a très vite pu comprendre et traduire très vite les ordres et les choses concrètes. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Est-ce qu'on est en droit de faire un premier bilan aujourd'hui, 2 mois après l'épidémie? Je pense que l'on peut faire un bilan intérimaire. J'espère qu'il n'est pas trop tôt, mais nous pouvons déjà comprendre les leçons à tirer depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous devons savoir combien il est important au quotidien d'être en contact avec des communautés qui sont moins proches des institutions, plus marginalisées. Je crois que ce sont les personnes qui ont les plus grandes difficultés en temps de crise. Les marginaux sont les endroits les plus difficiles et c'est ce que nous avons senti pendant cette épidémie. Nous devons avoir un langage nous devons prendre langue avec les ultra-orthodoxes, avec les émigrants, avec les arabisants. Donc tout cela, il faut le prendre en compte. Il y a le langage juridique et des réglementations et il y a qui est très compliqué et très sec et il faut en même temps être là pour être l'intermédiaire, pour parler, se concentrer sur ces marges. Sigal Bar-Tzvi, au final, il y a des hommes sur le terrain. Vos hommes, comment vous les motivez? Parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24, je dirais même plus 25 heures sur 24. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La police a travaillé très dur. La police a eu un rôle très important dans cette lutte contre l'épidémie. On a considéré les choses de cette manière. Il y a 2 axes. Il y a les personnes malades qu'il faut guérir et il y a ceux qu'il faut préserver de la maladie pour qu'ils ne soient pas contaminés. Et c'est là qu'il y a, chez les malades, le ministère de la Santé, mais pour essayer d'éviter la contamination, c'est les policiers qui en sont responsables. Des policiers qui ont vraiment travaillé 25 heures sur 24
Ils ont travaillé sans relâche. Des gens qui ont été insultés, des gens qui ont été filmés pour les délégitimer en disant que les policiers mettaient des contraventions de manière injustifiée. Donc ça a été très dur. Et puis la peur de la maladie, des policiers sur lesquels on a craché, desquels on s'est approché sans masque, des gens qui ont été, des policiers qui ont été contaminés aussi. Et tout cela, c'est épuisant. Mais les policiers israéliens sont extrêmement déterminés et forts quand nous parlons de sauver des vies, quand nous parlons de cette vieille dame à Bnei Brak qui a 80 ans et pendant 2 jours, elle attend un soldat qui lui amène à manger. Nous comprenons que notre mission est bien au-delà des insultes et du travail dur. Nous sommes assez forts pour donner le nécessaire jusqu'au dernier moment pour qu'on puisse surmonter les difficultés, même si on nous insulte, même si on nous méprise, même si on nous agresse, même si parfois nous vivons des moments très difficiles. Et pendant le coronavirus, on a vécu des moments difficiles. Je peux vous dire que tous ensemble, et j'entends nos policiers comment ils parlent, s'il faut encore travailler 24 heures, il faut travailler 24 heures. On est prêt à le faire pour préserver la santé de la population. En 5 secondes, il me reste 5 secondes. Est-ce que vous avez eu le temps d'être avec votre famille depuis 2 mois? Oui. Oui, oui. Je le dis en 1 seconde, oui. Merci beaucoup, Sigal Bar-Tzvi, brigadier général de la police israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous reviendrez dans 1 mois et vous me direz que vous avez réussi votre mission. Amen. Amen. Merci. Les experts du FBI et des unités de cybersécurité estiment que les pirates chinois tentent de voler des recherches sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus. C'est du moins ce que rapportent des médias américains. Le FBI et le département de la sécurité intérieure, le Homeland Security, prévoient de publier un avertissement concernant le piratage chinois, alors que les gouvernements et les entreprises privées se précipitent pour développer un vaccin pour trouver donc contre le Covid-19, selon le Wall Street Journal et le New York Times. Les responsables américains sont catégoriques et affirme que les pirates informatiques sont liés au gouvernement chinois, sauf qu'à Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a rejeté cette allégation, affirmant que la Chine s'oppose fermement à toutes les cyberattaques. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des calomnies en l'absence de toute preuve, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole chinois. Et pour parler justement de ces attaques cybernétiques en hausse depuis la crise de la pandémie du Covid-19, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège même de recevoir le président de l'organisation Cyberpol, Ricardo Barecki. Merci d'être avec nous. D'abord, question très rapide, c'est quoi le Cyberpol ? Aujourd'hui, Cyberpol est un organisme connu. Il s'agit de l'Organisation internationale de la cyberpolice. Elle a été établie en 2015 par le décret royal WL 2216.595 grâce au soutien de tous ses membres. Elle se compose de 66 États membres. Ricardo Barecki, actuellement, je le disais, il y a une hausse des attaques cybernétiques depuis la pandémie du Covid-19. Comment vous l'expliquez? Est-ce que surtout les pays étaient prêts à recevoir de telles attaques quotidiennes de la part de hackers? Pas du tout. Je crois que personne n'est prêt à subir une cyberattaque. En ce moment, nous assistons à des attaques de niveau élémentaire, pas de très sophistiquées. Aujourd'hui, il existe des systèmes tellement perfectionnés que si une cyberattaque de grande envergure devait se produire, elle pourrait contraindre une entreprise à mettre la clé sous la porte. Donc personne n'est préparé à affronter les cyberattaques qui ont lieu actuellement, mais en même temps, je dois dire que nous devons passer à la vitesse supérieure en termes de technologie et être au courant de ce qui se fait en termes de cybercriminalité, car dans ce domaine, les organisations se développent très rapidement. La question est de savoir, nous avons en Israël annoncé, alors pour l'instant il n'y a rien de concret, d'officiel, une possible attaque iranienne contre des infrastructures civiles, notamment la gestion de l'eau en Israël, une attaque jugée particulièrement grave par les autorités israéliennes. Est-ce que c'est cela, ce type de situation à laquelle nous devons nous attendre, des attaques de hackers, où qu'ils soient, contre des infrastructures civiles également ? Les attaques iraniennes qui ont visé Israël ces dernières semaines sont extrêmement graves et dangereuses.
On peut les considérer comme des opérations militaires en terrain urbain. Ce type d'attaque peut mettre en danger non seulement le pays, mais également le monde entier. Donc ce type d'attaque représente un vrai problème. Si l'infrastructure technologique n'est pas mise à jour et que des fonds ne sont pas consacrés à cette mise à jour, je pense qu'il y aura d'autres cyberattaques qui pourraient mettre le pays dans une situation dangereuse. Surtout en ce moment avec le Covid-19 et avec le confinement, le gouvernement israélien pourrait être menacé s'il ne fait pas assez attention. Le Cyberpol est disposé à faire son maximum pour l'aider. Dernière question, Ricardo Barecki, notamment sur l'information également dont nous venons de parler, à savoir que selon le FBI, des hackers chinois auraient pu ou auraient tenté de voler des informations sur les recherches en cours pour trouver un vaccin contre le Covid-19. Est-ce que vous y croyez ? Je crois que le petit jeu auquel se livrent les États-Unis et la Chine en ce moment est très dangereux. L'utilisation actuelle des VPN cachés et les menaces d'attaques cachées sont si fortes que nous devons vérifier avec exactitude que cette information est absolument correcte, mais c'est très difficile de contrôler cela. Nous l'avons déjà constaté plusieurs fois par le passé, notamment à Singapour. À partir d'une technologie comme les VPN et les VPN cachés, on peut lancer une attaque en interne vers la Chine ou depuis la Chine. Le vrai danger, c'est que si les gouvernements ne se rendent pas compte de l'urgence de passer à la vitesse supérieure en termes de technologie, le monde entier s'exposera à de nombreux dangers à l'avenir. Merci beaucoup, Ricardo Barecki, président du Cyberpol, d'avoir été dans notre émission Défense ce soir. Merci. Thank you. Si je vous dis Kamil Amin Sabet, ce nom ne vous dit peut-être rien. Plus connu sous le nom de Eliyahu Ben Shaul Cohen, plus connu sous le nom de Eli Cohen. Cet espion israélien, né en 1924 à Alexandrie en Égypte et pendu, comme on le voit sur ces images, le 18 mai 1965. Cet espion du Mossad qui avait tant réussi à pénétrer à l'intérieur des services de renseignement militaire et de renseignement intérieur syrien. 55 ans qu'Eli Cohen a été pendu sur cette place en plein cœur de Damas. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Défense Michael Bar-Zohar, ancien député travailliste et spécialiste du Mossad. Cette histoire, Michael Bar-Zohar, vous l'avez connue presque de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quelle a été la réaction à ce moment-là des leaders politiques au moment où ils apprennent qu'Eli Cohen vient d'être arrêté? Écoutez, au début, c'était garder un secret parce que on pensait qu'on pourrait le sauver. Et alors, on n'a rien publié là-dessus. Et même, on n'a pas retransmis les émissions de la Syrie sur Eli Cohen. Mais quand finalement ça a été télévisé en Syrie, il y a eu vraiment un choc terrible un peu partout parce que c'était vraiment quelqu'un, on entendait des nouvelles venant de Damas qui nous disaient qu'en fait cette personne qu'on ne connaissait pas était arrivée au plus haut échelon de la politique et du public, de l'économie, de la radio, des connaissances militaires en Syrie. Il était devenu vraiment un du groupe d'élite du leadership syrien. Et comment il avait pu arriver si haut, c'est cela qui nous avait choqués et vraiment, bien sûr, effrayés parce que nous avons compris que Eli Cohen était certainement candidat à la pendaison. Vous étiez proche de la famille, vous êtes toujours proche d'ailleurs de la famille. À ce moment-là, la famille comprend que finalement, comprend le drame bien évidemment. Quelle est leur réaction? Écoutez, la première réaction bien sûr, c'est comment le sauver. Est-ce qu'on peut le sauver? Et le Mossad ici a engagé le maître Mercier
un des grands avocats français, qui était parti à Damas et qui a essayé en fait de tout donner, de l'argent, de restituer des prisonniers que nous avions chez nous, des camions, de l'aide pharmacologique, des médicaments, tout ce qu'on pouvait donner contre Eli Cohen. Il a essayé de le faire, mais sans succès malheureusement. Bien sûr, je lui remercier après l'histoire. Il était brisé par le fait qu'il avait tellement tenté et ça n'a rien marché. Est-ce qu'il, finalement, dans l'histoire, et je le disais en amont, vous êtes spécialiste du Mossad, est-ce qu'il y a eu, depuis, un nouveau Eli Cohen? Écoutez, s'il y en a encore, j'espère, on ne sait pas. Mais de toute façon, sur le plan public, ça veut dire de savoir s'il y a encore quelqu'un comme lui, non, nous n'avons jamais trouvé cela. Mais n'oubliez pas, c'était l'année 65. Dans cette année, il y a 2 espions qui sont tombés. L'un était Lotz, en Égypte, et l'autre était Eli Cohen. C'était 2 coups très durs pour le Mossad. Eli Cohen était très très important. À propos, il avait connu la famille Bin Laden. Et il avait joué avec le petit Osama Bin Laden, qui avait 6 ans à l'époque. Mais Eli Cohen était très important, non pas seulement pour des questions militaires, mais aussi pour le fait que la Syrie s'apprêtait à détourner les eaux du Jourdain, ce qui était un coup de mort pour Israël. Et c'était extrêmement important de recevoir d'Eli tous les détails et les points sur la topographique, comment la Syrie s'apprêtait à faire ce projet énorme de détournement, dont le père de Bin Laden était chargé, le père de Bin Laden. Et nous avons reçu, en effet, d'Eli Cohen, des détails extraordinaires qui ont finalement autorisé l'armée de l'air et l'artillerie israélienne de détruire complètement aussi bien l'équipement lourd pour construire ce détournement, ça veut dire ce canal qui aurait pris les eaux du Jourdain, et aussi de détruire les bases de ce canal. Michael Bar-Zohar. C'est pour cela que Eli Cohen était soumis à une pression très très dure de la part du Mossad, parce que ici en Israël, bien sûr, on craignait énormément le détournement des eaux du Jourdain, et Eli était notre source. Sans aucun jeu de mots, bien évidemment, notre source de renseignement. Michael Bar-Zohar, je le disais, vous étiez député travailliste, très proche des leaders du pouvoir à l'époque. Est-ce que c'est vrai, vous pouvez confirmer finalement qu'à l'époque, il se disait que, eu égard à l'histoire finalement que l'on connaît d'Eli Cohen, le fait qu'il ait été arrêté puis pendu alors qu'il avait prévenu le Mossad qu'il était clairement en danger, est-ce qu'il est vrai qu'au sein des leaders du pouvoir israélien à l'époque, il se disait que plus jamais on enverrait et on ne risquerait la vie d'agents israéliens sur place et qu'on préférerait utiliser des nationalités étrangères? Non, ça n'a pas été décidé. Peut-être on le sent, mais quand même, on a employé encore des Israéliens dans l'avenir aussi, qui étaient pendant très longtemps bien sûr sous couverture étrangère, mais des Israéliens qui étaient là, et il y en a certains, plusieurs d'ailleurs, qui sont revenus en Israël sains et saufs. Eli Cohen a été arrêté, mais quand même, parfois, vous avez besoin d'avoir sur place quelqu'un qui aussi comprend et qui vit en soi la vie d'Israël. C'est pour cela qu'on a continué à envoyer. Mais ce qui est la différence aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas tellement besoin, comme dans le passé, de quelqu'un qui soit là pendant des années. On préfère d'avoir des gens qui arrivent pour quelques jours, quelques semaines, et créent des contacts et les renouvellent chaque fois qu'ils arrivent. Mais ne restent pas là tout le temps. Ça, c'est la différence.
l'une des principales leçons, bien évidemment, pour le Mossad et les services extérieurs israéliens. Merci beaucoup, Michael Bar-Zohar, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes ancien député travailliste, spécialiste du Mossad. Vous avez connu, bien évidemment, la famille d'Eli Cohen pour marquer, pour discuter justement avec nous de ces 55 ans après la pendaison de cet espion israélien. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle tout de même que les autorités syriennes n'ont jamais souhaité donner d'informations concernant le lieu où repose la sépulture d'Eli Cohen jusqu'à ce jour. Merci Michael Bar-Zohar d'avoir été avec nous. Et avant de se quitter, vous allez le voir, nous sommes passés la semaine dernière à 2 doigts d'un grave incident entre la Grèce et la Turquie. 2 F-16 turcs harcèlent alors un hélicoptère militaire grec qui transportait le ministre de la Défense nationale, je vais y arriver, Nikos Panagiotopoulos, j'y suis arrivé, et le général Konstantinos Floros autour des îles de la mer Égée orientale. Regardez le reste à bord du cockpit d'un des 2 pilotes grecs déployés dans les airs. Nous sommes donc passés à un joystick de la Première Guerre entre 2 pays de l'OTAN. Il est certain que nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce numéro de Défense. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour une émission exceptionnelle tournée à la frontière nord d'Israël sur les 20 ans du retrait militaire du Sud-Liban, avec les officiers de l'armée qui ont tenu un rôle prépondérant au cours de cette période. Ils nous raconteront eux aussi leurs histoires personnelles, la manière dont ils ont vécu plus de 20 ans de guerre en terrain ennemi. Bonne semaine sur i24 News.